d'une agence de communication qui s'appelle Appartement 303, qui est basée à Metz. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des déchets liés au numérique. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que le zéro déchet existe dans le milieu du numérique? Alors le zéro déchet, vous avez sûrement entendu parler, il y a plein de mouvements qui sont présentés de différentes façons, des blogueurs, blogueuses, des mouvements qui sont amenés en fait à faire des réductions de déchets le plus possible. Et donc l'idée c'est d'acheter autrement, de trier, d'arrêter d'acheter aussi et tout ça. Voilà. Donc je me suis posé la question si c'était possible de créer du zéro déchet avec le numérique. Alors, j'espère que vous êtes assis, parce que là, je vais vous passer quelques slides qui ne sont pas très drôles. En France, pour l'instant ça va, en France, les personnes ont 7 périphériques connectés, en moyenne. Donc quand je dis 7 périphériques, c'est téléphone, tablette, télé connectée, ordinateur, montre, etc., etc. Et j'oublie pas les objets connectés, tous les objets connectés que vous avez à la maison, qui vous donnent la météo, enfin la température de votre maison, qui ferment vos volets, etc., etc. En moyenne, en France, une personne utilise 160 gigas de données par mois. On va expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ces gigas, dont 10 gigas de données par mois sur mobile. Ça, c'est la moyenne que les opérateurs nous donnent. Sur la planète, il y a 4 milliards d'ordinateurs connectés, 6 milliards de smartphones et 30 milliards d'objets connectés. Et même les animaux sont connectés. Même les animaux, les vaches, elles ont des petites puces, des petits trucs, et ça consomme, pour info, 200 mégas par mois pour une vache. Il y a 9 millions de data centers dans le monde. Donc tout ça, ça consomme. Hein. Parce qu'un data center, il faut le fabriquer, il faut le faire fonctionner. Un data center, ça chauffe, il faut le refroidir. Donc il faut utiliser beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie pour pouvoir refroidir tout ça. Le numérique, ça représente 16% de la consommation mondiale d'électricité. Après une journée, pour tous les usages, perso et pro, on consomme en moyenne 78 kg de gaz à effet de serre. Pardon. Ça correspond, tout ça, en fait, à quand vous partez en voiture et que vous faites 10 km avec votre voiture. Alors les voitures électriques, je pense une voiture classique, hein, voiture essence, diesel. Je vous mets la même chose pour un an, je vous ai fait le calcul. C'est 28,5 tonnes de gaz à effet de serre. Ça fait beaucoup. Hein. L'empreinte du numérique, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc tout ça, c'est bien plus que le transport aérien. C'est-à-dire que vous entendez souvent à la télé, dans les infos, que le transport aérien est ultra polluant. Mais en fait, le numérique, ce qu'on fait tous les jours avec notre smartphone, quand on travaille, ça génère plus d'émissions de gaz à effet de serre que les avions. Alors, la question c'est, le zéro déchet dans le numérique, est-ce que c'est possible? La réponse est non. Game over. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Bye. Game over. Donc on va redémarrer le jeu, on va encore rejouer. Alors je me suis posé la question de comment on pouvait réduire nos déchets et sauver nos... J'ai pas mis fesses, mais je l'ai pensé très fort. Et surtout celles de nos enfants. Pour cela, il faut comprendre la pollution numérique, donc essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment on la crée, parce que c'est bien de l'utiliser, mais comment on pollue. Alors, la première chose, c'est qu'on va aller à la base pour pouvoir créer nos outils,
créer les ordinateurs, les smartphones et toutes nos montres connectées, eh ben, il faut de la matière première. Alors la matière première, il y en a plein. On utilise beaucoup de lithium, de nickel. J'ai pris des notes parce qu'il y en a beaucoup. De zinc, de cobalt, de tungstène, de dysprosium. Je ne sais même pas ce que c'est le dysprosium. Vous avez tous un smartphone, j'imagine. Pour un smartphone, on utilise 60 matières premières pour pouvoir le fabriquer. Et sur ces 60 matières, on ne peut aujourd'hui qu'en recycler qu'une vingtaine. Ensuite, il y a la fabrication. Alors, je vais revenir quand même sur celle d'avant. Il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que pour la matière première, il faut l'extraire. Tout ça, ça demande de l'énergie. Ça crée aussi de la déforestation. Et puis souvent, c'est fait dans des conditions qui sont éthiquement, comment dire, pas discutables, quoi. C'est pas propre. La fabrication, pareil, c'est beaucoup d'énergie utilisée. Ça crée beaucoup de déchets, encore une fois, qui sont parfois rediffusés dans de l'eau. On met nos déchets dans de l'eau parce que c'est facile. Ensuite, toutes les personnes qui travaillent là, elles ont peut-être un salaire minable. Et puis, elles utilisent aussi des produits qui ne sont pas forcément hyper sains pour la santé. Ensuite, au moment où le produit il est fabriqué, eh ben, on va être amené à le distribuer. Donc là, on va utiliser donc, des solutions de distribution. Donc il y a plein de magasins qui existent. Là, je vous en ai mis un que vous connaissez. Il y en a un qui est en train de se construire pas loin, là, à Marly. Donc, on ne va pas les nommer, j'ai pas envie. Eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous livrer tout ça en un temps record, à votre domicile. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que le plus gros impact qu'on peut avoir avec la livraison sur l'environnement, c'est les derniers kilomètres, en fait. C'est tous ces kilomètres qui vont faire que quand le livreur va venir chez vous, à chaque fois, il va faire quelques kilomètres, il va arrêter sa machine, il va vous livrer, il va reprendre sa voiture, il va la redémarrer, ça va encore reconsommer de l'énergie, etc., etc. Ensuite, ils sont amenés à aller encore plus loin parce que maintenant, ils vont faire du 2 heures chrono. Donc là, il va y avoir encore plus d'achats et encore plus de livraison. Bien entendu, on est allé même encore plus loin avec de la livraison en drone. La livraison en drone est déjà en place en Californie. Les licences pour pouvoir développer les licences en drone en Europe sont prêtes. Donc ça va arriver dans pas longtemps. DPD, qui est le livreur, un autre livreur connu en France, fait des tests en Auvergne de livraison par drone. Encore une fois, ça a l'air simple, mais un drone, ça consomme de l'énergie. Et pour aller livrer à un point, parfois dans des zones reculées, ça d'accord, je peux même le concevoir, mais encore une fois, c'est de l'énergie qui est utilisée pour pouvoir livrer au plus vite. Ensuite, on a notre outil qui arrive à la maison ou au bureau, et on va l'utiliser. Alors là, je vous ai mis quelques logos. J'étais sympa, j'aurais pu remplir toute ma slide avec plein de petits logos. Netflix, que vous connaissez tous, Prime Video, iCloud, Google Drive, Dropbox, pour ne pas les nommer. Netflix, aujourd'hui, c'est un des plus gros consommateurs d'énergie liés au numérique. On en consomme tous, tout le temps. On va consommer de la série, des films. En plus, à la fin du film ou de la série, on va nous suggérer de regarder la suite et on va en manger. Prime Video, même système. Les drives, bien entendu, vous utilisez presque, j'imagine tous, des drives pour pouvoir mettre vos données. Parfois, uploader vos photos de famille ou des photos ou des documents pour l'entreprise. Et tout ça, en fait, encore une fois, ça va dans des data centers qui demandent beaucoup d'énergie pour être surtout refroidis. Netflix utilise encore
de l'énergie électrique créée avec des... je trouve pas le mot. L'énergie, on va dire l'énergie noire, alors que iCloud et Google utilisent maintenant à 60% de l'énergie verte. Donc on peut se dire qu'on est à peu près pas mal. Ça se discute. Il y a d'autres utilisations. Et là, encore une fois, je vous en ai mis que certains. Les réseaux sociaux, les mails, toutes les messageries. YouTube, j'aurais pu le mettre avant, parce que c'est aussi un très gros consommateur d'énergie. Tout ça, c'est ce qu'on utilise tous les jours. On va aller sur Facebook, on va publier un post. On va partager une vidéo avec un ami par SMS, par WhatsApp. On va envoyer des mails tous les jours à nos collaborateurs, à notre famille. Donc ça, c'est notre utilisation. Les déchets. Donc là, aujourd'hui, on estime qu'en Europe, il n'y a que 20% des déchets liés au numérique qui peuvent être recyclés. Donc les déchets liés au numérique, c'est plein de choses. C'est vos machines, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites de vos ordinateurs, de vos tablettes, de votre téléphone en fin de vie. Mais c'est aussi tous les déchets que vont provoquer les serveurs, la fabrication des serveurs, tous les déchets qui vont être liés à la création de l'énergie. Tout ça, c'est pris en compte en fait dans cette partie-là. Parfois, en fait, on peut imaginer, enfin c'est même pas parfois, c'est sûr, il y a des déchets qui se retrouvent, des déchets comme ceux que vous voyez à l'écran, qu'on retrouve dans des décharges sauvages. Bien entendu, on va faire attention de ne pas mettre ça en Europe. On va aller mettre ça dans des pays loin, comme ça on ne voit pas trop ce qui se passe, et c'est bon. Sauf que vous imaginez bien, c'est hyper polluant, et c'est quelque chose qu'on pourrait traiter autrement. Alors j'espère que je vous ai bien démoralisé. Maintenant, je vais vous annoncer quand même des bonnes nouvelles. C'est qu'on peut quand même s'en sortir. On peut essayer de trouver des solutions pour pouvoir mieux consommer, mieux utiliser nos outils et réduire notre impact sur l'environnement. Alors, il y a un truc qui est important à se rendre compte, c'est qu'on a une pression marketing des marques. J'imagine qu'il y a des gens qui font du marketing dans la salle. J'en connais certains. Les marques, elles vont toujours nous dire que le prochain téléphone, le prochain ordinateur, la prochaine tablette, le prochain outil en ligne, c'est toujours l'outil best ever. Ça va être l'outil qui va toujours être meilleur, l'outil amazing, qu'on va vous présenter en keynote, et ça va être génial. Donc il faut absolument l'avoir. Et dès que vous allez commencer à avoir, c'est-à-dire que ça fonctionne tellement bien, c'est que dès qu'il va y avoir une personne qui va l'avoir autour de vous, vous allez commencer à être un petit peu jaloux et vous allez vous dire « Ah, il me le faudrait quand même l'iPhone 12. Il n'est pas sorti encore. Il me le faudrait, il est pas mal. Maintenant, il a 4 objectifs. Quand même, j'en ai besoin, on ne sait jamais. Si j'ai besoin de faire des photos de mon chat. » Donc voilà, la pression marketing des marques, il faut s'en rendre compte. Moi, personnellement, j'étais un énorme consommateur Apple. Énorme. C'est-à-dire que je changeais mon téléphone tous les ans. Ce qui est fou, hein. À un moment dans ma vie, je me suis dit, en me rendant compte de ce qui se passe, je me suis dit, mais à quoi ça sert tout ça en fait? Parce que mon téléphone, ok, c'est bien, il a l'écran plus grand qu'avant, il va plus vite, mais en fait, ce que je fais tous les jours, mes routines avec mon téléphone, c'est de quoi? C'est d'envoyer des messages, d'appeler et de regarder mes mails. De temps en temps, je prends une petite photo. D'accord? Donc juste pour ça, en fait, j'aurais pu avoir un vieux téléphone Nokia et ça aurait été très bien. À touche et jouer à un vieux jeu de serpent, pour ceux qui se rappellent. Alors, il y a un autre truc à prendre en compte aussi, c'est que avec la pression marketing des marques, on peut associer ça aussi à
un autre truc qui s'appelle l'obsolescence programmée. Alors l'obsolescence programmée, il y a deux choses. Il y a l'obsolescence programmée de votre outil, c'est-à-dire de votre produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va plus pouvoir l'utiliser autant qu'on le souhaite. Donc pour les téléphones, par exemple, ça va être qu'on ne va pas pouvoir faire la mise à jour du système et donc on ne pourra pas faire le dernier truc à la mode. Après, il y a l'autre obsolescence programmée qui est carrément de l'obsolescence programmée qui aujourd'hui est traquée et qui est, on va dire, légiférée. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'une machine à laver, vous l'achetez, et puis au bout de 5 ans, elle tombe en panne. Et tout ça, c'est fait exprès parce qu'ils ont placé le condensateur à côté du refroidisseur du transfo. Et un condensateur, ça n'aime pas la chaleur. Donc résultat, clac, au bout de 5 ans, terminé. Ça, c'est chez Samsung, par exemple, dans les télés Samsung, c'était le cas. Sauf qu'ils se sont fait épingler, depuis ils ont changé un petit peu leur mode opératoire. Mais aujourd'hui, en fait, l'obsolescence programmée, en fait, elle se fait plus sur les mises à jour. D'accord ? Donc, moi, je me suis dit, il faut faire sauter l'obsolescence programmée. Et en fait, pour faire sauter tout ça, il faut juste se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin, aujourd'hui, d'avoir toujours le dernier truc à la mode? Est-ce qu'on a besoin de faire cette mise à jour? Est-ce qu'on a besoin de, comment dire, de suivre en fait cette mouvance d'achat compulsif ou d'achat compulsif? Voilà. Alors, il y a un grand truc, un grand mouvement qui est apparu, qui s'appelle la sobriété numérique. Donc voilà, c'est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique. Donc c'est, on va dire, c'est carrément un mode de vie, hein, un mode de vie. Mais on va être amenés tous en fait à se poser ces questions-là, c'est-à-dire qu'on va être amenés vraiment à être dans cette sobriété. Parce que sinon ça ne va pas le faire. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, on était en game over. Hein. Ce que je vous ai montré, les chiffres au début. On est amené, en fait, si on continue comme ça, avec notre utilisation d'aujourd'hui, on est amené à pourrir notre planète et à pourrir la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Je ne sais pas, il n'y aura peut-être pas de petits-enfants. Hein. Donc, je vais vous donner quelques astuces. J'ai essayé de cibler plus des astuces liées à des personnes qui utilisent le numérique à la fois professionnellement et à la fois personnellement à la maison. Donc, la première chose, c'est d'essayer de limiter le renouvellement du matériel. Alors, pour ceux qui ont des entreprises, arrêtez de penser amortissement comptable. Moi, je ne supporte pas qu'on me dise « Bon, c'est bon, tu as terminé d'amortir ton ordinateur, il a 3 ans, il faut que tu le changes. » Ah bon? Mais il marche très bien pourtant. Donc, ça, ce n'est pas possible. Il faudrait plutôt dire, il faudrait commencer à parler d'amortissement écologique. Aujourd'hui, en fait, on peut se dire qu'un ordinateur peut durer 5, 6, 7 ans. Et en fait, d'après des études, un ordinateur, en fait, ça s'amortit réellement en 7 ans, écologiquement parlant. Pour vous donner un exemple, à l'agence, on a un ordinateur qui a officiellement 11 ans, c'est ça? Il a 11 ans, notre ordinateur? Ouais. On a un iMac qui a 11 ans. Cet iMac, il fonctionne encore. On peut installer les derniers logiciels Adobe pour pouvoir travailler. Alors, ce n'est pas une bête de course aujourd'hui, mais ça nous permet de travailler correctement. On peut envoyer des mails, on peut faire du montage vidéo, on peut faire de la correction photographique, faire de la mise en page et tout ça. Notre ordinateur a 11 ans. Il est plus qu'amorti comptablement. Il est plus qu'amorti écologiquement. Hop. Ce qu'il va falloir essayer de se dire, c'est d'essayer d'acheter mieux. Et quand on rachète du nouveau matériel, c'est de s'engager à le faire durer. L'impact est tel qu'on a tendance à dire « Ah bah, je vais m'acheter un nouvel ordi, il va me faire gagner du temps, je vais aller plus vite ». C'est comme une voiture, par exemple. On essaye aujourd'hui d'essayer de pousser tout le monde à changer de voiture et d'acheter des voitures écolo, genre hybrides ou électriques. Mais en fait, la consommation que vous allez avoir avec votre véhicule hybride ou électrique, oui, elle va être moindre. Mais est-ce qu'on a pensé, en fait, à ce qu'avait créé la production
de cette voiture contre l'environnement. Tout ça, en fait, c'est énorme. Et il y a certains scientifiques qui se sont intéressés à tout ça. Et en fait, on est presque amené à penser qu'une voiture d'occasion, une vieille voiture, a moins d'impact écologique qu'une nouvelle voiture hybride ou électrique. Donc là, c'est pareil, en fait. Quand vous achetez du nouveau matériel, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter du nouveau matériel, c'est juste d'essayer de se dire qu'il faut le faire durer. Parce qu'il va falloir amortir le coût de production et ensuite amortir le produit en tant que tel, parce qu'il va falloir le faire durer le plus possible pour que ce soit utile pour votre comptable déjà, et puis ensuite pour vous. Alors, il y a le marché de l'occasion, et en France, on a peur de l'occasion. On a peur d'acheter du matériel d'occasion. Alors, dans les entreprises, c'est un truc... je connais peu d'entreprises qui achètent du matériel d'occasion. Mais pourtant, en fait, vous conduisez des voitures d'occasion. Ça ne vous pose pas de problème d'aller à 130 sur l'autoroute avec une voiture d'occasion. Alors pourquoi votre ordinateur ou votre smartphone, il ne pourrait pas être d'occasion? Et là, l'impact, en fait, il est vachement réduit. Il est même plus que réduit. Donc, ce qu'il faut savoir avec les appareils d'occasion, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui font du reconditionnement. Vous avez sûrement entendu parler de certains. C'est des appareils qui sont vérifiés, qui sont remis en état, qui sont nettoyés, surtout en ce moment, et qui sont état neuf. Et on peut faire exactement la même chose qu'avec un téléphone neuf, ou un ordinateur neuf, ou une cafetière neuve. L'impact que vous allez avoir en fait en achetant un produit d'occasion, il va être énormément réduit. C'est-à-dire que on va oublier en fait la première étape, qui est l'étape des matériaux. Donc toute cette partie-là, en fait, il y aura déjà plus ça en impact. Ok, il y aura la livraison. Bon, je vous donne juste quelques noms. Back Market, vous devez connaître, ils font de la pub partout. Ils vendent au départ des téléphones, mais ils font plein de trucs. Ils font des ordinateurs, ils font des cafetières, ils font des aspirateurs, ils font plein de choses. Ils ont une sorte de charte pour que tous les produits soient clean, nickel. Il y a peu de retours, à ma connaissance. Je vous ai mis quelques noms en bas. Ce n'est pas du tout pour faire la pub pour le groupe Fnac Darty. J'aurais pu rajouter Boulanger, j'aurais pu rajouter Leclerc, j'aurais pu rajouter même d'autres marques. Eux, en fait, ils font aussi des produits reconditionnés en magasin. Et vous allez voir, ça va devenir courant. Je ne sais pas si vous êtes allé chez Decathlon il n'y a pas longtemps, ça n'a rien à voir avec le numérique. Mais à cause du Covid, ils n'avaient plus de vélos, de produits, parce que tout est fabriqué en Chine. Et donc, quand les clients arrivent pour acheter un vélo, il n'y a rien. Donc les rayons sont vides. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ah, pas bête, on a plein de vélos en stock qu'on récupérait pour pouvoir faire des chèques cadeaux, pour pouvoir racheter un nouveau vélo. Mais en fait, on va les réparer, ces vélos, on va les reconditionner, on va les remettre en état, puis on va les vendre d'occasion. Maintenant, vous allez chez Decathlon. Alors, ce n'est pas très bien présenté encore, mais en plein milieu des rayons, vous avez des vélos d'occasion qui sont vraiment pas chers, qui sont remis en état et qui sont garantis. Ok, c'est bien. Vous allez voir, ça va continuer. Alors, acheter. Déjà, la base pour pouvoir réduire en fait son impact, c'est d'essayer d'arrêter d'acheter, ou d'acheter moins, on va dire, ou d'acheter mieux. Si vous achetez sur Internet, eh ben, pourquoi pas? On est dans un salon qui parle de numérique, et c'est bien le numérique aussi. Hein. Donc pourquoi pas, mais essayez peut-être de le faire livrer dans un point local, pour comme ça, la personne, pas loin de chez vous, vous allez récupérer en fait dans votre point relais, votre colis, vous y allez à pied, ou en vélo, ou ce que vous voulez. Voiture, peut-être pas. Mais au moins, le livreur, il aura libéré tous ses colis à cet endroit-là, au point relais, plutôt que d'aller chez chaque personne. Et en plus, ça tombe bien parce que vous n'êtes pas chez vous tout le temps. Donc là, ça peut faire l'affaire. Votre point relais, il est peut-être ouvert le plus tard le soir, etc., etc. Si vraiment, vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi acheter local. Hein. Il y a des e-commerçants locaux. Vous pouvez commencer à aller sur un site internet, voir si le produit est disponible, vous le réservez, vous faites votre petite marche, vous allez chercher directement chez le commerçant, vous récupérez votre colis, vous êtes content, vous n'avez pas eu le temps de
voir s'il y avait d'autres choses à acheter, mais très bien. Ou sinon, vous achetez local, vous prenez vos jambes, et puis vous allez voir le marchand à côté de chez vous, vous allez discuter avec lui. Qu'est-ce que tu me conseilles comme ordinateur? Ah bah tiens, j'ai tel modèle, ça peut peut-être aller. Est-ce que ça peut durer dans le temps? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser 5 ans, 6 ans? Oui, ça c'est bien, tu peux prendre plutôt ça. Et là, on va acheter peut-être un produit qui sera un peu plus cher que sur Amazon. Ah zut, j'ai dit le nom, je voulais pas. Mais on aura eu le conseil en plus. Notre ordinateur va peut-être durer, puis alors on aura réduit considérablement notre impact en tout cas sur la livraison. On va passer aux services et aux apps. Alors, je prends l'exemple des smartphones. Vous avez tous, j'imagine, des smartphones. Et on a tendance à installer plein d'applications. Tiens, une nouvelle appli, je l'installe et tout, je vais l'utiliser. Hop, c'est super. Combien de temps c'est la durée de vie d'une application? C'est très court. Parfois, c'est 2 minutes. Puis après, on la laisse dans le téléphone et on ne la désinstalle pas. On fait ça avec plein d'applis. Et puis, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? C'est qu'on va être amené à faire des mises à jour. Et donc, mon téléphone, tous les jours, il pourrait m'indiquer « Ah, tu as 10 mises à jour à faire ». Et puis, c'est facile de cliquer sur « Tout mettre à jour ». Je pense que c'est tout ce que tout le monde fait. Sauf qu'à chaque fois que je vais mettre à jour une application, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller faire marcher un serveur, ça va charger, ça va utiliser du réseau 4G, de la Wi-Fi, tout ça, et ça va mettre à jour mon application dans mon téléphone, application que je n'utilise pas. Donc faites le tri, libérez peut-être des services, des applications sur vos smartphones, vous allez voir, vous allez gagner de la place, vous n'aurez pas besoin d'acheter du cloud pour pouvoir rajouter des photos sur votre téléphone, et puis ça va aussi vous libérer l'esprit. L'année dernière, j'ai donné une conférence sur la pollution numérique dans le cerveau. C'est-à-dire qu'est-ce que ça impacte en fait dans nos vies. Si vous faites le tri, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Vous aurez moins de notifications. Donc, désinstaller des applications. C'est valable aussi pour les applications de réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé tout le temps d'avoir votre application de Facebook sur votre téléphone. Parfois, si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas la peine de le garder. Vous pouvez utiliser Facebook sur votre ordinateur qu'à certains moments de la journée. Ensuite, les moteurs de recherche. À chaque fois qu'on fait une recherche sur Google, pour ne pas les nommer, ça consomme 7 grammes de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Je vais essayer de réduire en fait cet impact. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Techniquement, il n'y a aucune solution pour réduire nos recherches sur les moteurs de recherche. Par contre, qui dans la salle tape facilement sur Google des adresses de sites web sur lesquels vous allez le plus souvent? Genre, vous allez sur Amazon ou vous allez sur je ne sais pas quel site, et plutôt que taper l'adresse ou aller chercher dans vos signés, vos favoris, pardon, vous allez taper dans Google le mot-clé pour pouvoir aller rechercher le site. C'est facile de faire ça. C'est facile. Donc si vous mettez tous ces sites en favoris, vous allez réduire totalement l'impact parce que votre moteur de recherche, vous n'allez plus l'utiliser pour ça. C'est-à-dire que si, par exemple, vous allez souvent sur le même site, vous allez dans le favori, vous cliquez dessus et hop, ça s'ouvre. Il existe des moteurs de recherche qui aujourd'hui se prônent vers, on va dire, ou plus éthiques. Donc il y en a un qui s'appelle Ecosia, vous avez sûrement entendu parler. Le principe, c'est que vous faites des recherches sur ce moteur-là, et en fait, à chaque recherche, ça va en fait générer des plantations d'arbres dans le monde. Alors, ça ne réduit pas du tout la pollution, on essaye juste de la compenser. C'est-à-dire, on va planter des arbres pour essayer de compenser l'énergie qu'on aura utilisée en faisant une recherche. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc si vous cumulez les deux, vous faites vos favoris pour tous les liens que vous utilisez souvent, et en plus de ça, vous utilisez Ecosia ou d'autres, il y en a d'autres qui font à peu près les mêmes principes, vous allez déjà réduire considérablement votre consommation énergétique au niveau des moteurs de recherche. Ensuite,
On est amené à beaucoup communiquer aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis maintenant 20 ans, on va dire, on utilise beaucoup les emails, les SMS et depuis un peu moins les réseaux sociaux. Avant, en fait, on s'envoyait des courriers, on s'envoyait des lettres et par la poste, et on mettait un petit timbre, puis on attendait quelques jours pour que la personne puisse recevoir le courrier. Elle ouvrait le courrier, elle regardait ce qu'on avait écrit, elle répondait ou pas. Voilà. Le temps de vie pour pouvoir consulter en fait cette lettre était beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'envoie SMS, on l'a lu, on l'a déjà oublié. Pourquoi j'ai écrit communiquer mieux? Parce qu'en fait, c'est pas nécessaire de surconsommer des outils de communication. Quand on envoie un email, c'est pas la peine d'envoyer un SMS pour dire je t'ai envoyé un email. C'est pas la peine d'appeler pour dire je t'ai envoyé un SMS qui te dit que je t'ai envoyé un email. Je dis ça, c'est du vécu. Hein. Avant d'envoyer un email, il faut peut-être aussi se dire est-ce que c'est nécessaire que je mette toutes ces pièces jointes en fait? Est-ce que c'est nécessaire que j'envoie autant de mails? Est-ce que c'est nécessaire que j'ouvre ma boîte mail autant dans la journée? Pourquoi je n'ouvrirais pas ma boîte mail le matin, à 10h par exemple, ou à 9h, ou à 8h, une fois à 11h, une fois à 15h, une fois à 18h? Plutôt que l'ouvrir tout le temps et tout le temps notifier. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a des requêtes tout le temps sur les serveurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, ça vous fait des petites notifs qui vont vous faire oublier plein de choses. Et vous arrivez à la fin de la journée et vous avez fait que 20% de votre to-do list. Il y a 12 milliards de mails envoyés par heure dans le monde à peu près. Ça correspond à la production électrique de 18 centrales nucléaires. Pendant l'heure. Hein. On peut réduire ça. Hein. On peut considérablement réduire ça. Donc la première chose, ce serait peut-être de se désabonner de certaines newsletters, de faire le ménage en fait dans tous nos mails qui ne servent à rien. Et quand on voit ça, on peut se dire que voilà, 80% des mails sont jamais ouverts. Alors c'est pas le cas chez moi, mais c'est une moyenne qui a été estimée. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on consulte moins sa boîte mail. On essaye de faire le tri, parce qu'en faisant le tri, on va libérer de l'espace disque, et donc il y aura moins de consommation énergétique derrière. D'accord? Donc, en fait, on a tendance à garder énormément de mails en archive et beaucoup de choses qui ne servent à rien. Si c'est juste pour le mail qui dit tiens, je t'ai envoyé une photo, c'est les photos de Noël. On les a chargées. Elles sont dans l'ordinateur, on peut l'effacer, le mail, c'est fini en fait, il n'y a plus besoin. Tout ça, ça pèse en fait sur les serveurs. Alors après, il y a un autre truc. Vous êtes peut-être dans une entreprise, vous avez créé un site web, et en fait, quand on conçoit des sites web, on a tendance à se dire il faut en mettre beaucoup et tout ça. Et en fait, vos sites, à chaque fois qu'ils sont consultés en fait, par un navigateur, que ce soit sur un smartphone ou sur un ordinateur, ça va faire des requêtes sur serveur, ça va consommer de l'énergie, etc., etc. Aujourd'hui, en fait, on essaie d'optimiser tout ça. La première raison de l'optimisation, c'est le SEO. L'idée, c'est d'optimiser notre site pour qu'il soit lisible le plus rapidement possible et que Google soit content. En gros, c'est à peu près ça, je résume bien. Mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est le site là, websitecarbon.com. Et je me suis amusé d'utiliser cet outil qui va vous permettre d'analyser en fait votre site et de savoir quel est son impact sur l'environnement. Alors aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains pour faire le test d'un site qui s'appelle l'Élysée. Je me suis dit, tiens, c'est bien, on va faire le test de l'Élysée, on va voir ce qu'ils disent. Alors, j'ai tapé l'URL, www.elysée.fr, et puis j'ai appuyé sur le bouton là. J'ai attendu un petit peu. J'ai encore attendu. Et quand on attend un peu trop longtemps, c'est pas bon signe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui s'affiche.
c'est tout rouge. Quand c'est tout rouge, c'est pas bon. D'accord? Donc là, en fait, ce qu'il dit, c'est que cette page web, en gros, elle est plus sale que 89% des autres pages testées. C'est énorme. Après, on a d'autres choses qui ressortent. C'est le nombre de vues en fait, par mois estimé. Ensuite, voilà ce que ça en fait, provoque. Ça fait 418 kilos de CO2 par mois. Par mois, pardon, je dis n'importe quoi. Par visite. Ici, je vais aller plus vite parce que ça passe. Il faudrait 20 arbres pour pouvoir supporter en fait ce site sur un an. C'est-à-dire que les 20 arbres vont absorber l'énergie, la pollution créée en fait par ce site internet. Voilà. Ça c'est l'Elysée, vous pouvez tweeter, profitez-en. Ils n'ont pas mon adresse encore. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment s'analyser tout ça? La première chose qu'on va regarder, c'est la performance du site internet. Donc on va regarder comment est fait le code. Est-ce qu'il demande beaucoup de ressources? Est-ce que ça va générer trop de consommation au niveau du serveur, etc., etc. Et ensuite, il y a un autre facteur qui est pris en compte, c'est l'hébergement. Aujourd'hui, vous pouvez héberger votre site sur plein d'hébergeurs, OVH, Gandhi, toutes ces choses-là, One and One. Enfin, on ne dit plus One and One maintenant. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres hébergeurs. Donc là, j'en ai nommé deux, il y en a plein. Planet Hoster et Infomaniac. Ces hébergeurs utilisent de l'énergie verte. Donc l'énergie créée par des panneaux solaires, mais ça peut être aussi, par exemple, Planet Hoster, ils utilisent l'énergie créée par des barrages qui vont alimenter les serveurs. Et ils vont encore plus loin, en fait. C'est qu'il faut refroidir, en fait, tous ces serveurs. Et plutôt que refroidir, ils utilisent la chaleur. Alors c'est Infomaniac qui travaille là-dessus en ce moment. Ils utilisent la chaleur de ces serveurs pour pouvoir créer du chauffage domestique. C'est une super idée. Donc en fait, tout ce qu'on a créé avec nos serveurs, on va le réutiliser pour pouvoir chauffer nos maisons ou nos usines. Donc si vous êtes amené à créer un site, posez-vous cette question. Vous allez réduire considérablement votre impact sur l'environnement grâce à ça. Et vous aurez une super note sur le site qu'on vient de voir avant. Le streaming, alors c'est bien, on a tous envie de regarder Netflix, YouTube et toutes ces choses-là. Si vous voulez vraiment réduire votre impact, la première chose, si vous voulez vraiment regarder Netflix, c'est que vous pouvez réduire la résolution. Souvent, on regarde des trucs en 4K, le truc hyper haute définition, sauf qu'on a une télé qui fait ça, qui est beaucoup plus petite que celle-là dans notre salon. Et en fait, la 4K, quand vous êtes assis à 3 mètres, vous ne voyez pas la différence. Et très sincèrement, moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais un truc, une petite boîte noire. Je mettais dans un lecteur, ça s'appelait un magnétoscope, et je regardais des films en VHS. Et ça ne me choquait pas à l'époque. Le film était toujours aussi bien. Aujourd'hui, en fait, c'est cool, hein, la haute définition, je ne dis pas. Hein. Mais moi, la 4K, ça ne m'intéresse pas. Donc quand je consulte en fait, Netflix sur ma télé ou sur ma tablette, ça peut m'arriver, je réduis la résolution. On peut le faire dans les réglages, on peut réduire, et je réduis au plus bas. YouTube, pareil, gros consommateur maladif de YouTube, et il faut absolument que je soigne ça parce que ça pollue à mort. Je réduis la résolution en 360p. Vous imaginez, c'est le truc vraiment dégueulasse. Mais en fait, sur ma tablette, elle est petite, donc ça me va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se raconte, en fait. Je vois quelques images, et puis si j'ai vraiment besoin de voir en HD, je repasse en HD, je regarde, et puis je réduis après. Vous faites le réglage une fois, puis après, normalement, vous serez toujours en 360p pour les vidéos suivantes. Après, vous voulez regarder un film, vous pouvez aller à la médiathèque. Hein. Il y a des médiathèques dans les villes, dans les métropoles. Il y en a une à Metz. Enfin, il y en a une à Metz, il y en a plein à Metz. Vous pouvez emprunter des livres. Si vous êtes messin, c'est gratuit. Hein. Donc vous pouvez emprunter des livres, des films, etc. Et vous mettez votre Blu-ray, votre DVD dans votre lecteur, et c'est parti. Et puis sinon, il y a un autre truc qui marche super bien,
c'est d'éteindre la télé et de faire autre chose. C'est pas mal, non? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vous montrer, on n'arrive même plus à s'ennuyer. On n'a même plus le temps de s'ennuyer. Pourtant, l'ennui, c'est vachement important dans la vie. C'est important de temps en temps de se reposer, de rien faire. Et avec tout ça, bah voilà, on a du mal. Donc, faites l'exercice. Essayez un soir ou un week-end, quand vous avez vos habitudes de regarder YouTube, Netflix ou ce genre de choses, d'arrêter et de faire autre chose. Allez vous balader, faites autre chose. Cassez cette routine, juste pour voir ce que ça vous provoque. Vous verrez, c'est pas mal. J'ai testé, c'est cool. Alors après, il y a d'autres choses qui existent dans le low-tech. Alors je ne vais pas aller dans le détail du low-tech, mais l'idée c'est des technologies où on consomme quasiment rien en énergie. Voilà. Alors, c'est un exemple. Il y a un magazine qui a été créé, qui est un magazine en ligne, qui est accessible sur cette adresse. Et en fait, le principe de ce magazine, c'est qu'on va essayer de consommer le moins possible. Donc tout est dégradé dessus. Les photos sont dégradées. Il n'y a pas de plugin, il n'y a pas de code inutile, il n'y a pas de tracking, tout ça, ça ne sert à rien pour eux. Il y a juste du contenu et des photos dégradées. Donc là, quand je vous dis que c'est dégradé, c'est-à-dire que quand vous allez sur le site, ça c'est les captures du site. Hein. Vous voyez, il y a plein de petits pixels et tout ça, et c'est normal. Le poids moyen en fait généré par ce site, c'est moins d'1 méga par page, ce qui est que dalle dans le monde du web aujourd'hui. Ici, ce que vous voyez, c'est des panneaux solaires. Ce site, il est alimenté par panneaux solaires, quelque part dans le monde. S'il n'y a pas de soleil, le site ne fonctionne pas. D'accord? Et ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau, il n'y a pas de soleil, on ne peut pas accéder au site. Il faudra revenir quand il fait beau, quand il y aura de l'énergie. Et je trouve que c'est pas mal comme idée. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, c'est pas de l'instantané. On ne peut pas regarder quand on veut. C'est comme quand on va à la bibliothèque. Quand c'est fermé, c'est fermé. On ne peut pas y aller. Et bien là, c'est pareil. Hop. Voilà, je vous montre la consommation. Ça, c'est un site qui a été avant la mise en performance. On était 6,5 mégas avec un temps de chargement de 9,64 secondes environ. Et là, on est à moins d'1 méga et on est à moins d'1 seconde de chargement pour tout le site. Enfin, pour toute la page, ce qui est quand même pas mal. T'es d'accord? Ok. Ensuite, là, je vais vous parler design, forcément. Quand on conçoit des sites internet ou des applications mobiles, il faut essayer de se dire, ça serait peut-être pas mal de l'éco-concevoir. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir en mettre trop en fait, dans l'appli. C'est-à-dire qu'on veut, remplir de fonctionnalités, on veut que ça fasse plein de choses, que ça traque plein de choses, qu'on puisse faire le café, et puis en plus de ça, on va pouvoir avoir des notifications et tout ça. Sauf que l'utilisation réelle de l'application, ça se trouve, ça va se limiter à rien. Si vous prenez par exemple Facebook, votre app Facebook, que vous mettez sur votre smartphone, sauf si vous avez fait le tri, dans l'app de Facebook, vous utilisez que 10%. Et peut-être qu'un jour, il faudrait peut-être se dire, peut-être que moi, je pourrais concevoir une application ou concevoir pour un client une application qui va être réfléchie dès le départ pour qu'elle consomme le moins possible. Avec moins d'actions, comme ça, elle est plus simple. Et puis on va la garder. En plus, comme c'est simple, on va l'utiliser. Et là, il y a du business à se faire. Parce qu'on va pouvoir dire, mon application, elle pèse que dalle, elle a moins d'impact sur l'environnement, mais par contre, elle fait un truc essentiel dans la vie. Bon, je vous laisse chercher une idée d'application, et puis je vous laisserai monter tout ça. Le développement qui va être fait après par une agence de dev, il va être moins gourmand en fait, et ça va vous coûter moins cher, et peut-être qu'à l'arrivée, ça va vous ramener plus d'argent. Alors, c'est bien de faire tout ça, mais quand on fait de l'éco-conception, on va essayer de simplifier les choses. Et quand on simplifie les choses, ça demande beaucoup plus en fait d'études. C'est-à-dire que pour faire simple,
il va falloir prendre du temps, il va falloir réfléchir, il va falloir tester. Donc on va tester en fait des concepts d'application, des maquettes fonctionnelles pour pouvoir s'assurer que c'est bien pris en compte par notre public, que ça lui convient, que ça réagit. Est-ce qu'on peut simplifier encore plus? Est-ce qu'on va pouvoir alléger tout ça pour que ce soit performant et que ça consomme moins d'énergie? Donc tout ça, ça demande de l'étude. Et là, dans ce cas, il faut faire appel à des métiers comme des UX designers qui vont faire le nécessaire, qui vont travailler l'ergonomie en fait, de votre app. Alors ça, c'était la conception des apps. Après, il y a un dernier truc, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un moment donné, il faut peut-être essayer de faire de la déconnexion. C'est-à-dire que ce soit votre smartphone, votre Netflix, votre télé, votre montre, votre ordinateur, à un moment donné, il faut peut-être essayer de déconnecter du flux pendant les pauses, pendant le soir, le week-end, entre midi et 2. J'ai dit entre midi et 2. Déjà, vous allez éteindre votre ordinateur ou le mettre en veille, il va moins consommer. Le soir, vous allez l'éteindre, il va moins consommer, parce qu'il y a plein d'entreprises qui laissent leurs ordinateurs ou moniteurs allumés le soir, le midi, alors qu'il n'y a personne. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et ça va vous faire du bien aussi d'arrêter d'être tout le temps connecté et d'avoir plein de notifications. Alors, petite anecdote. Pour vous montrer un petit peu comment ça a évolué. Il y a Photoshop a 25 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a 25 ans, Photoshop tenait sur une disquette. Photoshop, qui est l'outil qui permet de faire des retouches photos et qui est utilisé aujourd'hui par des agences, mais aussi par le cousin qui sait faire des retouches photos avec Photoshop, qui l'a craqué. Donc, il y a 25 ans, ça tenait sur une disquette. Aujourd'hui, Photoshop pèse entre 2 et 3 gigas sur votre ordinateur. Donc vous imaginez, c'est quasiment, si je ne me trompe pas, 3000 fois plus qu'il y a 25 ans. Alors moi, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait aujourd'hui essayer, alors je parle peut-être pour les devs, ou d'essayer de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai une disquette qui fait 1,4 méga, et qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? J'ai que 1,4 méga. Je suis limité en fait. Donc, comment je vais construire mon... Alors déjà, il va falloir que je trouve un lecteur de disquette, ça peut être facile. Mais comment je vais pouvoir construire en fait mon outil, mon appli, mon site, pour que ça puisse fonctionner avec cette disquette? Voilà. Je termine là-dessus. Tout ce que je vous ai montré, c'est des contenus que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Mais la meilleure façon de réduire tout ça, c'est de vous y mettre et puis de passer le message à votre voisin, à votre famille, et d'essayer de convertir le plus possible de personnes à la réduction de consommation énergétique liée au numérique.